La dernière chose dont je m'en rappelle avant de perdre conscience, le noir absolu autour de moi. J'ai du mal à prendre mon dernier souffle. Mes poumons se remplissent d'eau. Je touche le fond de la piscine. C'est la fin. La sirène qui se noie. On ne peut pas imaginer la situation plus ridicule pour une pauvre fille qui voulait juste attirer l'attention. Je rêvais d'avoir des millions de followers, mais 3 ans plus tard, il n'était qu'une centaine sur ma page. Je me plaignais à mes parents qui m'ignoraient. En fait, ils m'ont eu très jeune et n'arrivaient pas à assumer leur rôle de parent. Je me débrouillais seule. Je suivais des nouveautés et parmi les plus en vogue, j'ai trouvé des shows avec les gens qui avaient des super pouvoirs. Le plus incroyable, c'était la finaliste qui a gagné avec ses super pouvoirs de tenir le feu dans ses mains sans se brûler. 2 jours après son victoire, elle avait déjà 1 million de followers sur son compte. J'ai décidé de me trouver un super pouvoir et devenir célèbre à mon tour. La semaine suivante, j'ai passé à expérimenter avec des briquets cachés dans mes manches. J'ai même essayé de casser une table. Résultat, 0. À quoi bon tout ça si tout mon temps je passe à l'école et aux entraînements de natation? Mais oui, la natation! J'ai pas réussi à contrôler l'eau, mais pourquoi ne pas passer pour une sirène? J'ai acheté de différents tissus et je me suis fabriqué une belle queue. Après quoi, j'ai tourné quelques vidéos. Le résultat, des commentaires négatifs sur ma page. Mais bon sang, je vais pas lâcher. Ils me connaissent mal. Je suis une fille ordinaire, certes. Mais dans l'eau salée, je me transforme en sirène. J'ai décidé d'aller à ma piscine et tourner une vidéo. J'ai déjà mis du sel dans l'eau quand quelqu'un a sonné au portail. C'est qui? Mes parents sont partis pour tout le week-end. Devant moi, il y avait un gars avec le caméra dans les mains, comme si de rien n'était. Au contraire, il avait l'air d'apprécier mon apparence. En fait, c'était un réalisateur qui tournait un film sur les gens aux super pouvoirs. Après avoir vu mes vidéos, il a eu l'idée de tourner un film sur la vie d'une sirène. Un film! Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a assuré qu'après une semaine de réalité, je serais une star. Tu es une vraie sirène, pas vrai ma fille? Prouve-le au public et tu seras célèbre. Je me voyais déjà avec des millions d'admirateurs. Donc, j'ai vite accepté. C'est juste après son départ que j'ai réalisé, mais comment j'allais le prouver? Les gens vont suivre chaque moment de ma vie. Toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil et j'ai eu l'idée. Quand le lendemain, l'équipe de tournage est arrivée, je les attendais déjà à la piscine. Tout le monde était aux anges après les performances aquatiques. Sauf le caméraman, Rick, qui me soupçonnait. Tout allait bien jusqu'au moment où il m'a fallu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi pas montrer aux spectateurs comment mes jambes se transforment en queue de sirène? Là, j'ai vraiment paniqué. J'ai dit que j'étais très fatiguée pour aujourd'hui. Le réalisateur a accepté à contre-cœur et moi, j'ai gagné du temps pour y réfléchir. Mais caméraman Rick m'a prévenu qu'il ne croyait pas au miracle et qu'il allait me coincer. Je dois trouver une solution et vite. Je ne pouvais pas dormir. Comment pouvais-je montrer que mes jambes se transforment en queue de sirène? Soudain, j'ai eu une idée. Le matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai collé la queue au fond de la piscine, pourvu que ça marche. Le tournage a repris. Tout le monde attendait le miracle. Je me suis assise au bord de la piscine et j'ai glissé mes jambes à l'endroit où j'ai mis la queue. Du calme, Una. Le plus important, ne pas paniquer. Et hop! J'ai glissé mes jambes dans la queue et j'ai réussi à plonger. Oui, mais non. Quelque chose me bloquait. Mince! La queue s'est accrochée au support. C'est la catastrophe. J'ai tiré de toutes mes forces. Tout le monde a dû entendre le tissu déchiré. Mais non, le réalisateur applaudissait. Il n'a rien remarqué. Rick n'était pas convaincu. Il ne lâchait pas. Plus tard, il m'a annoncé que les sirènes avaient de belles voix. Je suis obligée de le prouver. À mon cauchemar, le réalisateur a trouvé cette idée brillante. Demain, il m'attendait pour chanter. Mais je chante comme une casserole. Quand tout le monde est parti, j'ai vite enlevé ma queue. Mince, déchirée pour de bon. Vite, j'ai commencé à recoudre le trou. Personne ne doit voir ça. Une fois le trou recousu, j'ai passé le reste de la nuit à chercher une belle voix de sirène. J'ai trouvé une chanson mélodieuse et j'ai caché les enceintes dans la cour pour que personne ne remarque la tricherie. Le matin, j'étais réveillée par l'équipe de tournage. Oh non!
Hier, j'ai oublié de mettre mon réveil. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma queue. Et avec tout ce monde dehors, j'ai crié au réalisateur que j'avais besoin de me préparer et en panique, je me suis mise à chercher ma queue. L'ai-je mis au sale hier soir? Je me suis précipitée à la salle de bain. Non, le lave-linge est vide. Quelqu'un a volé ma queue? Et si c'était Rick qui voulait me faire cette farce? Je me suis retournée dans ma chambre. Adieu à mes rêves. Et là, mon regard est tombé sur le linge qui séchait dehors sur le balcon. Parmi les draps, il y avait ma queue. Mais comment? J'ai réalisé que c'était moi-même qui a fait cela. De stress et de manque de sommeil, j'ai oublié de l'avoir mise là-bas. Il fallait trouver la solution pour l'obtenir sans attirer l'attention. J'ai pris un caillou et je l'ai jeté dans la caméra située à côté du balcon, la faisant tomber. Pendant que tout le monde était occupé à la remettre à l'endroit, j'ai réussi à attraper ma queue et j'ai sauté dans l'eau avec la queue sur mes jambes. Ensuite, j'ai sorti de mes nageoires la télécommande cachée et j'ai mis la chanson à fond. J'ouvrais ma bouche simultanément pour faire semblant que c'était moi qui chante. Soudainement, le chant s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tout le monde me regardait. J'avais pas d'autre choix que de finir la chanson par moi-même. C'était fini. Je pensais. Mais tout le monde s'est mis à applaudir. Le réalisateur m'a félicité. Il était persuadé enfin que j'étais une vraie sirène. Le soir, toute l'équipe se préparait de partir. Au moment où je croyais que mes épreuves étaient derrière moi, que Rick m'a annoncé la dernière ultime épreuve. Passer une journée entière sous l'eau. Quoi? Une journée? J'ai protesté, mais le réalisateur était du côté de Rick. À 2 pas de mon sommet de gloire, je ne pouvais pas lâcher. L'idée m'est venue. Quelque part dans le garage, il y avait l'équipement de plongée de ma mère. J'ai fouillé partout, rien. J'étais au bout de l'arme, quand soudain, la porte d'un placard s'est ouverte et à l'intérieur, j'ai trouvé le ballon à l'oxygène, à la taille parfaite pour pouvoir le cacher dans mon déguisement, pourvu qu'un ballon soit suffisant pour toute une journée. Le lendemain, je tremblais d'inquiétude et je m'encourageais. Vas-y, Yuna, une journée. C'est pas si terrible. Les premières heures, c'était pas très difficile. Je faisais des acrobaties aquatiques avec un sourire. Jusqu'à ce que Rick m'a fait un signe de monter à la surface. J'ai obéi et il m'a demandé si j'avais faim. Après ça, il m'a tendu des algues. Tout ça avec l'accord complet du réalisateur. C'était dégoûtant. Au même moment, j'essayais de mâcher des algues et de respirer par le tube. Les dernières 30 minutes, il me restait très peu d'oxygène. Je respirais au minimum quand le réalisateur m'a demandé de faire la dernière pirouette. Ma tête s'est mise à tourner sans faire exprès, j'ai senti ma main toucher le tube. Ah non, pas ça! J'ai essayé de respirer, mais l'oxygène n'est pas monté. Ai-je débranché le tube? Il fallait tenir coûte que coûte les dernières 7 minutes. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que tout autour de moi est devenu noir. La dernière chose de quoi je me rappelle, c'était comment j'ai descendu doucement au fond de la piscine et perdu la conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital. À côté de moi, il y avait mon téléphone. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert YouTube pour voir le show. J'avais très peur, mais j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Je m'attendais au pire. À ma grande surprise, j'ai découvert 6 millions de vues. Mais surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'était tous ces commentaires. Les gens admiraient mon courage et ma détermination. Peu importe que je ne sois pas une vraie sirène, j'avais des larmes aux yeux. Les gens m'aimaient pour moi, même sans la queue. En ce moment, j'ai vu mes parents. Ils sont arrivés. Très inquiets pour moi. Ils m'ont serré dans les bras. Maman m'a embrassée. Elle était morte de trouille pour moi. Elle ne comprenait pas la raison de mon acte. À quoi j'ai répondu que j'avais besoin d'attention et d'amour. Papa a avoué qu'il avait tort.
Ils ne m'ont pas assez accordé de leur temps et de leur intérêt. Ils regrettent beaucoup. Ils sont prêts de rattraper le coup. Après mon séjour à l'hôpital, nous sommes partis à la mer, tous les trois. Mes abonnés me demandaient si j'étais prête à continuer à faire mes vidéos et à quoi j'ai répondu que le plus important pour moi est passer du temps avec mes parents. J'ai eu un appel de Rick. Il regrettait beaucoup de ce qui s'est passé. Il ne voulait pas m'infliger tout ça. On a bien rigolé de cette histoire. Rick m'a dit que grâce à moi, il croit maintenant au miracle. Les vacances arrivent à leur fin. Je suis rentrée dans l'eau quand tout d'un coup, j'ai ressenti un picotement dans mes jambes. Incroyable! Au lieu de mes jambes, j'ai eu une vraie queue de sirène. Comme quoi les miracles se produisent. Il faut y croire de toutes les forces. Salut, je m'appelle Diana, j'ai 15 ans et j'adore les corbeaux. Avez-vous déjà eu besoin de l'aide d'un ami pour emprunter de l'argent ou pour aider à un test ou pour battre un délinquant? Et si cet ami était un corbeau? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui peut rendre la gentillesse d'un oiseau intelligent. J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais j'étais confrontée au même problème. Mon père. Mon père est une personne unique qui combine 50% de colère, 30% de rage, 19% d'entêtement et seulement 1% de raison. C'est mon père. Une fois, nous avons eu un hiver si intense dans notre ville que même les gens en manteau de fourrure avaient froid dehors. Mais je devais sortir parce que je me souvenais que je n'avais pas rangé mon vélo dans le garage. Et à côté, j'ai vu un corbeau. Il était blessé. Il avait un problème avec son aile et il boitait. J'ai pensé qu'il ne survivrait pas ce temps et j'ai frissonné. Oh, je pourrais avoir des ennuis pour ça. J'ai attrapé le corbeau et, jurant à voix basse, je l'ai porté à la maison. Papa s'est énervé toute la nuit, mais pour une fois, je n'ai pas écouté. Le corbeau mourrait si je jetais, et je ne voulais pas tuer d'animaux. Avez-vous déjà défendu vos principes face à un homme qui pourrait vous briser en deux? Pouah, quelle sensation! J'ai suggéré à papa d'attendre jusqu'au printemps, et en retour, je ne laisserai pas Kwasi, nom donné à mon enfant trouvé, sortir de la pièce. Papa n'a pas aimé l'idée. Il a dit qu'il n'aurait pas des excréments d'oiseaux. Mais moi, après tout, j'étais aussi très en colère et têtue, et je pouvais y arriver seule. Pendant l'hiver, nous sommes devenus très amicaux avec Kwasi. Et j'ai presque pleuré en la laissant sortir dans les bois. Mais j'ai dû la laisser sortir parce qu'elle était plus forte et pouvait voler en toute sécurité. Et papa devenait de plus en plus en colère. Comment pouvais-je savoir qu'elle ne me quitterait pas? Kwasi a commencé à voler vers notre pelouse, parfois même avec ses amis. Heureusement, cela arrivait toujours pendant la journée où papa n'était pas à la maison. J'avais très peur de sa colère et j'ai appris au Kwasi à ne pas voler vers la pelouse, mais un peu plus loin, vers la poubelle, à côté de la forêt. Là, je traînais avec eux, je les nourrissais et faisais parfois mes devoirs. C'était super, je me sentais comme une super-héroïne, une fille maîtresse des corbeaux. Et donc, mes 2 années ont passé. Mais une fois, un vrai bordel s'est produit. Je suis allée avec mes corbeaux à la poubelle et Ramona m'a remarqué. C'était une vipère stupide et maléfique d'une famille riche. Tout le monde essayait de lui lécher les bottes parce que sinon, elle ruinerait toute votre vie. Elle était avec ses hommes de main et a commencé à me pointer, genre « LOL, regarde, c'est une clocharde. » Qu'est-ce que je pourrais dire? Avez-vous déjà défendu votre honneur avec vos poings? Je me suis précipitée sur Ramona, mais ses amis m'ont interceptée et ont commencé à tirer mes cheveux. Et puis, c'est arrivé. Putain, ça! Un troupeau de corbeaux s'est rassemblé au-dessus de nous et ils ont commencé à attaquer les enfants. Je n'ai même pas remarqué combien d'entre eux sont apparus. Les oiseaux ont attaqué Ramona et ses amis, mais ils ne m'ont pas touchée. Il y avait un scandale qui m'attendait à la maison. Un bon scandale. J'ai tout raconté à ma mère et au lieu de se sentir désolée pour moi, elle l'a dit à mon père. Il est arrivé le soir dans une rage féroce. Pendant ce temps, les parents de Ramona et ses gars nous ont appelés et ont commencé à se plaindre en disant « Votre fille a battu nos enfants !» Oh, la méchante et terrible Diana a battu à elle seule 2 gars et 3 filles. Qui croirait ça?
papa et maman l'ont cru. Surtout, ils étaient en colère que je continue de nourrir mes corbeaux et, comme ils le pensaient, les ont mis sous le compte des agresseurs. Tout ce que j'avais entendu toute la nuit, c'était que ma prochaine farce finirait en prison. Que devais-je faire? Prendre docilement les insultes? Mais papa ne voulait pas m'écouter. Il m'a enfermée dans ma chambre, a pris un fusil et est allé tirer sur des corbeaux. J'ai entendu que 2 coups de feu, mais chacun m'a blessé au cœur. Et s'il avait tué le quasi? Pourquoi faisait-il ça? Je les détestais. Les attaques contre moi à l'école n'ont fait qu'augmenter. On m'appelait Reine des ordures. Et l'un des trous du cul de Ramona a fourré un cadavre de corbeau dans mon sac à dos. J'ai commencé à fuir l'école en larmes. Et je ne voulais vraiment pas rentrer chez moi, mais je devais le faire. Mon père a organisé une sorte d'assignation à domicile. Eh bien, pour que ma mère vienne immédiatement me chercher à l'école et ne me laisse pas sortir plus tard dans la rue. J'étais fâchée. Ils m'ont rendue folle. Avez-vous déjà senti que le monde entier était contre vous? Que personne ne veut vous comprendre? J'étais brisée ces jours-là. Mais un jour, j'ai revu Quasi sur la pelouse. Nous ne l'avons pas revu avant l'été. Probablement, ma fille intelligente a réalisé qu'il n'y avait personne d'autre à la maison et a décidé de faire signe. Elle m'a regardée et a sauté un peu en avant. J'ai quitté la maison et l'ai suivie. Quasi m'a conduit dans une maison dans les bois. Et là, j'ai vu un tas de corbeaux et un garçon de mon âge, peut-être un peu plus âgé. Quasi s'est posé sur son épaule et il m'a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai parlé de Quasi et le garçon était soulagé et heureux. Il a dit que son nom était James et qu'il était le propriétaire de Quasi et d'autres corbeaux. James et moi avons rapidement trouvé une langue commune. Il les a nourris et les a entraînés, tout comme moi. Et on se moquait aussi de lui à l'école. C'était génial de trouver quelqu'un avec des problèmes similaires. Nous avons commencé à nous rencontrer, à parler. Il m'a appris à entraîner les corbeaux. Et en général, il s'est avéré être un bon ami. J'ai presque cru que quelque chose de bien pouvait venir dans ma vie. Hélas, quelques mois plus tard, mes parents ont annoncé que nous déménagions dans une autre ville. Et c'était de ma faute, disait-il. J'avais ruiné la précieuse réputation de notre famille. J'ai crié en retour que je préférais vivre dans une benne à ordures et j'ai couru dans les bois en larmes. J'ai rencontré James. Les nouvelles l'ont bouleversé autant que moi. Et il a dit qu'il avait un cadeau pour moi. J'avalais mes larmes et pensais avec ressentiment. Quand aurait-il donné ce cadeau s'il ne s'était pas avéré que nous allions rompre? Mais tout mon scepticisme est sorti de ma tête quand il m'a apporté une belle bague en argent avec une tête de corbeau dessus. Il a dit que c'était la bague en argent de sa mère, qu'elle était devenue trop petite pour elle et qu'elle lui avait permis de la donner à l'ami du corbeau. C'est comme ça qu'elle m'appelait derrière mon dos. J'ai pleuré encore plus et j'ai promis de ne jamais l'oublier sans la bague. Mais je ne l'ai pas refusée. Pour une raison quelconque, j'ai senti que je devais la garder. Que feriez-vous si vos parents changeaient radicalement votre vie sans même demander votre permission? Les parents ne sont pas des camarades de classe. Vous ne pouvez pas simplement aller les combattre. Ils prennent donc toujours le dessus sur leurs enfants. Je les ai laissés emménager, mais je ne les ai pas laissés sortir les corbeaux et James de mon cœur. J'attendais un appel, une lettre, n'importe quoi. J'ai passé des jours à regarder la bague et à penser à mon meilleur ami et à nos corbeaux. Rien, silence, un zéro complet. Mais vous savez que je ne suis pas du genre à abandonner facilement. 1 an plus tard, je me suis rendue dans cette ville quand j'ai commencé mes vacances. Une amie d'école m'a laissé rester et le premier jour, je lui ai dit « D'accord, je vais aller chez James. » « Chez qui ?» elle a demandé. « Chez James. Quel est le problème ?» Lucia a longtemps hésité et m'a finalement raconté la chose terrible. Après quoi, je suis tombée sur une chaise. Il s'est avéré que James est mort quelques mois seulement après mon départ. Il est monté sur le toit pour le réparer et s'est cassé le cou à l'automne. Sa mère a quitté la ville parce qu'elle ne pouvait pas vivre dans une maison qui lui rappelait son fils. J'étais sans voix. C'est pourquoi James ne m'a pas écrit. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû venir dès que c'est arrivé, mais comment aurais-je pu le savoir? J'ai pleuré toute la soirée et toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai fait du vélo jusqu'à la maison abandonnée de James. Les corbeaux y nichaient toujours. Et je vous jure, ils étaient contents de me voir.
La maison paraissait à peine à l'horizon et ils se précipitaient déjà vers moi. Ils m'ont entouré et ont croissé bruyamment comme s'ils me demandaient où j'étais depuis si longtemps. J'ai regardé la bague, puis le ciel, et j'ai réalisé que si l'âme d'une personne n'allait pas au ciel, elle devait devenir un corbeau. Et peut-être que James, mon meilleur ami, s'est perdu parmi ces corbeaux. Je suis retournée dans ma nouvelle maison, mais je n'ai pas oublié mes amis. Je suis déterminée à lier ma vie avec les oiseaux. À la mémoire de James. Récemment, ma mère s'est excusée auprès de moi pendant tout ce temps. Je ne sais pas ce qui l'a poussée à le faire, mais je lui ai parlé de partir en vacances, et pour la première fois, j'ai pu pleurer correctement. Et mon père, eh bien, je suis sûre de l'avoir pris dans mon entêtement. Un jour, il me dira « Je suis désolée », mais je ne pense pas que ce sera pour longtemps. Salut, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Je suis juste une adolescente normale, ou je l'étais jusqu'à récemment. Avez-vous déjà rêvé de super pouvoirs comme ceux de super-héros de bande dessinée? Imaginez que vous en ayez un, et à cause de ça, votre vie est devenue beaucoup plus difficile. Regardez jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai appris à avoir une vision à rayon X. Récemment, ma mère, mon père et moi avons déménagé dans une nouvelle maison et j'ai dû aller dans une nouvelle école. J'avais très peur de ne pas pouvoir trouver rapidement des amis. J'ai toujours pensé que j'étais un peu étrange et différente de mes camarades de classe. J'ai souvent remarqué que j'avais des rêves étranges et que je pouvais sentir si une personne à côté de moi était triste ou malade. Mon étrange sensibilité, comme je l'appelais, était toujours mal traitée par mes camarades de classe. C'est parce qu'une fois, j'ai demandé à mon camarade de classe de faire attention à son vélo sur le chemin de l'école, parce que j'avais fait un mauvais rêve. Je ne savais pas pourquoi je lui avais dit ça avec tant de confiance, car ce n'était qu'un rêve. Mais en chemin, sa chaîne de vélo s'est coincée dans son pantalon. Comme dans mon rêve, il est tombé sur le bord de la route. Jack est venu vers moi avec une jambe bandée et m'a donné le titre honorifique de folle. C'est comme ça que ça m'est arrivé. J'avais donc peur que l'histoire se répète et j'ai décidé de garder la bouche fermée. Mais étonnamment, tout le monde dans la classe semblait être content de moi et parfois prêter trop attention à moi. Je suis rapidement devenue amie avec les gars et j'ai même commencé à aimer l'école, ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Vous familiarisez-vous rapidement avec de nouvelles personnes? J'ai finalement commencé à comprendre la biologie et je l'aimais tellement que je voulais aller à l'école de médecine l'année prochaine. Il semblait que ma vie avait beaucoup changé et pour le mieux. Alors j'ai pensé jusqu'à ce que mon surnom de folle du passé me rattrape dans ce nouvel endroit. Le matin, comme d'habitude, en allant à l'école, j'ai réalisé que mes yeux me faisaient très mal. Je me suis souvenu des mots de ma grand-mère bien aimée et je les blâmais sur l'ordinateur de ma vie. Mon père ne m'a pas amené à l'école ce matin-là parce qu'il avait un mal au ventre et n'a pas su y remédier pendant 4 jours. Ma mère m'a nerveusement mise dans la voiture de mon père et m'a conduite à l'école. J'ai vu comment elle s'en sortait et voulais la calmer. Je ne sais toujours pas comment je l'ai vue, mais quand j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son pancréas. Une tache brune était surlignée sur son ventre. J'ai dit ça à ma mère. Elle a prétendu que je n'avais rien dit d'étrange et a juste dit « Je suppose que je devrais vérifier ». Je pouvais voir qu'elle ne prenait pas mes mots au sérieux. Mais papa souffrait tellement qu'il était prêt à croire n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Et il a été examiné. Papa a été diagnostiqué avec une inflammation pancréatique. Il a été envoyé d'urgence en chirurgie et le médecin a ajouté qu'elle avait été découverte juste à temps. À l'hôpital, mon père m'a remercié et m'a dit que j'avais le talent d'un médecin. Et je ne savais pas comment appeler ça. Je venais de voir ce qu'il avait en lui. Puis, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur des autres. Ma camarade de classe, Judy, avait une hernie dans le dos. Le professeur de mathématiques avait une insuffisance cardiaque. Au début, c'était amusant de regarder les organes des autres. Comment ils bougeaient, comment ils ne se ressemblaient pas. Mais ensuite, ça a commencé à me faire peur. Parce que je pouvais voir, mais je ne pouvais pas diagnostiquer, et la personne souffrait. Il y avait un sentiment d'impuissance. Mais comment? Et surtout, que dois-je dire? Excusez-moi, j'ai une vision à rayon X et vous devriez faire vérifier votre cœur, car vous avez une valve bloquée sur le ventricule droit du cœur. J'aurais ri au visage de la personne qui me l'aurait dit, au mieux.
Et au pire, je les aurais internés dans un hôpital psychiatrique. Après avoir vécu comme ça pendant encore 3 mois, j'ai réalisé que c'était insupportable. J'ai dit à ma mère que je pouvais voir les organes de tous les gens autour de moi. Ma mère a toujours su quoi faire et je pensais qu'ici aussi, elle trouverait la solution parfaite. Et la semaine suivante, nous sommes allés dans un centre de sciences. Au début, je pensais que nous allions simplement chez le médecin, jusqu'à ce que la porte claque et que nous soyons de l'autre côté de la porte avec mes parents. Génial. À ce moment, j'ai senti que mes parents m'avaient effrontément trahi. Où m'ont-ils envoyé? Pourquoi? J'étais remplie de ressentiment et de peur. Je ne comprenais pas ce qui allait arriver. Des expériences ont commencé sur moi. J'ai été placée en isolement cellulaire en tant que criminelle. Il y avait un lit, des toilettes, une télévision, des oreillers et de la nourriture. Eh bien, oui, je suis d'accord, ce n'est pas la cellule la plus terrible d'une prisonnière, mais cela ne m'a pas sauvée de la pensée. Quand tout cela va-t-il finir? Chaque matin commençait par des tests, des injections ou des conversations avec un homme qui se faisait appeler médecin, mais confondait les termes médicaux. J'espère qu'il était juste nerveux. Puis des conversations avec un psychologue sur mon enfance et mes parents. Je ne voulais pas en parler du tout. Avez-vous déjà été très offensé par vos parents? Alors, vous comprendrez à coup sûr. La dernière goutte de ces expériences incompétentes sur moi a été la cruauté littérale des infirmiers. Quand j'ai refusé de prendre une pilule, l'employé m'a frappé à l'épaule. J'ai pris la pilule et j'ai réalisé que je devais fuir cet endroit. Ce n'était pas si facile, car je n'étais autorisée à sortir dans la rue qu'une fois par jour, vers midi, et avec un gardien. Je suis toujours sûre d'avoir été aidée par une sorte de miracle. Eh bien, ou les hormones, car le gardien était amoureux de l'infirmière et a raté le moment de mon évasion. Et maintenant, je lui faisais signe de derrière la porte. Le problème de la terrible conclusion a été résolu. Mais je n'avais pas pensé où aller après cette prison. Les seules options que j'avais étaient mes parents, ma grand-mère ou une vie indépendante. Mes parents pourraient me mettre à nouveau dans cette prison ou je pourrais devenir une clocharde dans une chemise blanche, ce qui n'était pas une perspective agréable non plus. Il semblait donc que aller chez ma grand-mère était la seule option raisonnable et agréable. Ma grand-mère m'a accueillie avec joie. Je lui ai dit tout ce que j'avais vécu, et elle était en colère et a promis de gronder ma mère de m'avoir fait ça. Grand-mère est drôle quand elle est en colère, et j'étais contente d'avoir trouvé du soutien en elle. Tout semblait commencer comme d'habitude. Je suis retournée à l'école, je n'ai pas manqué grand-chose pendant la semaine. Cette semaine s'est passée pour moi comme une année douloureuse, et tout le monde à l'école n'a eu que 3 leçons de mathématiques. Et même ces terribles photos de malades autour de moi ont disparu. Je me suis même demandé si je les imaginais. Alors c'était encore plus insultant d'être dans cette cage de torture pour rien. Mais je ne pouvais pas croire que ces organes partout avaient cessé de me tourmenter. Tout comme je ne pouvais pas croire que ma grand-mère m'avait vendue. Elle a dit à mes parents où j'étais. Et voici que mes précieux parents se tenaient sur le pas de la porte avec un visage coupable et pensaient que je leur pardonnerais juste d'être apparu sur le pas de la porte d'une maison où ils n'étaient pas attendus. J'ai regardé ma grand-mère avec la question « Pourquoi tu me fais ça ?» Elle a été la première à parler. Elle a dit que j'avais mal compris et que mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Ma mère a continué et a présenté ses excuses sur la réalité des choses. Ils m'ont emmené un examen et un diagnostic du cerveau pour comprendre la cause de ce phénomène. Et ils n'avaient aucune intention de me bourrer de tests. Les médecins, sous prétexte de suspicion de troubles cérébraux, ont exhorté mes parents à me laisser pour un traitement gratuit. Mes parents ont eu peur et ont bien sûr dit oui. Et ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés à la maison qu'ils ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les médecins ne leur ont pas donné de photos de ma tête, ont refusé de les laisser me voir et ont même emporté mon téléphone. Ma mère a eu peur et a commencé à venir à l'hôpital tous les jours. L'infirmière de confiance a dit que j'avais disparu. Ma mère est presque devenue grise aux urgences. Elle a commencé à jurer et à appeler le médecin-chef, mais il n'y avait pas de réponse.
Ma grand-mère a pris la décision responsable de lui dire que j'allais bien. Je suppose que j'aurais fait la même chose, même si je pensais que c'était injuste et cruel de sa part à l'époque. C'était comme si mon cœur était libéré. J'ai réalisé que personne ne m'avait trahi, et mes parents ne se sont pas débarrassés de moi en tant que monstre qui pourrait ternir leur réputation. Ils m'aiment et veulent vraiment aider. Ma mère était déterminée et est allée au tribunal pour s'occuper des délinquants. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le centre pseudo-scientifique. Ma mère était heureuse. Elle avait donc gagné au tribunal. Grâce à elle, j'ai appris ce qui m'est vraiment arrivé. Toute l'histoire de la vision à rayon X s'est révélée être mon imagination débordante et ma passion pour la médecine, plus le surménage. Mais je n'étais même pas contrariée de ne plus être spéciale. Il était important pour moi que je sois enfin libre des tourments et que je puisse aider les gens avec mon talent de guérir, et non avec ma capacité à voir l'invisible. Et maintenant je peux dire quoi et où ça fait mal, en utilisant parfois des astuces médicales. Et j'attends déjà avec impatience mon travail de médecin, qui aidera des centaines et j'espère des milliers de personnes. Je suis une psychique. Mon don est de guérir avec mes mains. Mais cette fois-ci, le client était spécial. Bill White. Il voulait que j'efface tous ces souvenirs qu'il tourmentait. Je l'ai touché, mais soudain, tout est devenu noir. À ce moment, j'ai eu une vision très étrange. Quelqu'un s'approchait de ma mère. Elle court vers les escaliers. Elle veut descendre. Et puis, j'ai vu ma mère étendue sur les marches de l'escalier, sans connaissance. Et juste en haut des escaliers, se tenait Bill White, mon client. La vision s'est arrêtée là. J'étais aveuglée par une lumière blanche et tout a disparu. Paniquée, j'ai crié son nom. Mais tout ce que j'ai entendu était la porte qui claquait. Il s'était sauvé. J'étais terrifiée. Tout était noir. Je ne pouvais même pas distinguer les objets autour de moi. La dernière chose que j'ai vue était ma mère assassinée. Qu'était-il arrivé? Tout le monde dans la ville connaissait mes dons. Mais je n'avais jamais eu de vision avant. Je ne faisais qu'aider les gens à se débarrasser de leur douleur. Même si ma propre douleur ne s'était jamais dissipée depuis des années, c'était différent. Pour aussi longtemps que je pouvais me rappeler, j'étais tourmentée par cette question. Qui était responsable de la mort de ma mère? Cela s'était produit quand je n'avais que 6 ans. Je me rappelle vaguement de pleurer sur le corps inerte de ma mère, et puis la police est arrivée et m'a emmenée à l'orphelinat. Après quelques années à l'orphelinat, j'ai réalisé que j'avais un don. Au début, je guérissais les enfants de l'orphelinat, mais après ma graduation, on m'a offert un appartement, là où je recevais mes clients. Ceux qui étaient en voie de guérison passaient le mot. Et bientôt, des gens de partout dans la ville venaient me visiter. Apparemment, Bill White avait entendu parler de moi. Il semblerait que pendant notre session, j'avais découvert comment voir le passé. Peut-être que Bill savait quelque chose à propos du meurtre de ma mère. J'essayais de le retrouver. Tout ce dont je me rappelle de lui était un grain de beauté juste en haut de sa lèvre. Tout comme moi. Et puis, j'ai alors pensé à Matt, le policier que j'avais aidé avec une migraine terrible. Je devais lui téléphoner. Mais il était difficile pour moi de bouger et de me retrouver dans la pièce. J'échappais constamment quelque chose et je me heurtais sur tous les meubles. Il y avait de la noirceur partout. Finalement, j'ai trouvé mon téléphone en tâtant autour de moi et je suis allée dans mes contacts de mémoire. J'ai commencé à appeler tout le monde et finalement, j'ai entendu la voix de Matt. Ça a fonctionné. Je lui ai raconté pour le client étrange et ma vision de la mort de ma mère. Mais Matt a dit qu'il s'était fait suspendre des forces policières et qu'il ne pouvait désormais plus s'impliquer dans des investigations. À ce moment, je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus personne vers qui me tourner. 1 heure a passé, et puis 2. Tout à coup, Matt m'a rappelé. Il m'a dit qu'il y avait bien pensé et qu'il voulait m'aider. Et il avait de bonnes raisons. Matt a dit que lorsqu'il travaillait comme détective, sa femme s'était fait tuer. Il avait essayé de trouver le coupable lui-même. Il avait ramassé plusieurs preuves et même trouvé l'adresse de celui qui l'avait fait. Mais finalement, il n'avait pas eu la chance de l'arrêter. Le tueur s'était suicidé. Après cela, Matt ne pouvait plus travailler comme auparavant. Alors, il s'est retraité. Tout tueur doit être puni justement. Matt a ajouté. 1 heure plus tard, il était chez moi. Matt m'a demandé mon portable pour pirater les bases de données de la police. Après une longue recherche, il a trouvé la rue où habitait Bill White. Matt a essayé de trouver le numéro de sa maison, mais soudain, le système nous a bloqués. Merde! Au moins nous avions essayé. Plus tard en soirée, nous nous sommes rendus vers l'extrémité de la ville. Nous devions chercher White ici. Nous avons visité toutes les maisons sur cette rue. Personne ne savait qui il était. Nous avons décidé de retourner. Puis, Matt a remarqué une maison avec des fenêtres recouvertes de vieilles planches. Nous nous sommes approchés et avons monté sur le porche. Et soudain, je me suis sentie très étourdie. J'ai attrapé la balustrade et puis, la vision m'est réapparue. Des images vagues sont apparues
et j'ai réalisé que Bill White était définitivement ici. Nous devions pénétrer à l'intérieur de la maison. Matt continuait de dire qu'il y avait une patrouille surveillant cette zone. Et si nous nous faisions prendre, nous nous ferions arrêter pour introduction par effraction. Mais j'ai dit que j'irais seule ou avec lui. Mais je rentrerai dans cette foutue maison. Matt a laissé aller un soupir et il accepta. Avec un vacarme horrible, il arracha plusieurs planches qui bloquaient l'entrée. J'ai figé. Est-ce que quelqu'un nous avait entendus? Nous nous sommes faufilés à l'intérieur rapidement. Matt m'a demandé de rester proche pendant que j'essayais de lire l'énergie de White. Je sentais les murs et les meubles dans chaque pièce et j'espérais qu'une autre vision m'apparaisse. Soudain, Matt s'est arrêté brusquement. Il a dit qu'il y avait une photo sur le mur. Il y a un homme avec une fille. Elle te ressemble drôlement. Matt a dit en rigolant. J'ai décroché la photo du mur. Une autre vision m'est apparue. Quelqu'un qui m'offrait un jouet. Et puis, j'ai entendu une voiture s'approcher de la maison avec une sirène de police. « Allons-y !» a dit Matt. Et une seconde plus tard, il y a eu un fracassement horrible quand les policiers sont entrés de force dans la maison. J'ai hésité, mais Matt m'a pris par le bras. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. J'ai entendu la sirène de police nous suivre, mais au dernier moment, Matt l'a poussé hors du chemin et nous avons couru hors de la maison. J'étais épuisée, mais Matt a dit que nous ne pouvions pas nous arrêter. Seulement quand nous serions très loin, nous pourrions appeler un taxi. Je tenais la photo dans ma main, mais la vision ne m'apparaissait plus. J'ai demandé à Matt de me décrire l'homme sur la photo. De grosses pommettes, un grain de beauté au haut de sa lèvre. Matt a dit « C'était Bill White ». Je me rappelle qu'il avait le même grain de beauté que moi. J'ai demandé à Matt de prendre la photo à une station pour nous révéler plus d'informations concernant White. Qui était cette fille? Peut-être qu'elle pourrait nous aider? Matt a dit qu'il n'était pas bienvenu à la station de police, mais il essayerait de trouver une solution. Matt n'a pas répondu son téléphone le jour suivant. Et ce n'était que tard en après-midi qu'il a appelé. Finalement, il avait été capturé par la police. Matt a dit qu'il se ferait libérer que sous une caution. C'était l'enfer. C'était à cause de moi qu'il s'était fait incarcérer. Je devais l'aider. Je me suis agrippée pour rejoindre mon casier là où je gardais tous mes objets de valeur et mon argent. J'espérais que ça serait suffisant. Avec difficulté, je me suis sortie de la maison et j'ai suivi le son des voitures sur l'autoroute. Je n'avais jamais fait de pouce auparavant, surtout sans avoir la vue. Finalement, un gars s'est arrêté par pitié et m'a offert de me reconduire. Quand Matt s'est fait libérer, je lui ai dit que je ne pouvais plus accepter son aide. S'il se faisait attraper une autre fois, il irait en prison. Mais Matt a dit qu'il voulait en finir avec cette histoire. Nous le ferions ensemble. Il a juré sur son honneur de policier qu'il n'abandonnerait pas. Oh, Matt! Il a aussi dit que pendant qu'il était à la station de police, il avait découvert quelque chose. L'homme dans la photo était réellement Bill White. Matt a hésité un peu, et en soupirant, il a dit que Bill était mon père. Non! Alors la petite fille dans la photo, c'était moi? Une rancœur incroyable s'est emprise de moi. Comment avait-il pu nous abandonner? Je commençais à croire que White avait quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Pourquoi se serait-il sauvé après qu'elle ait été tuée alors? Le matin suivant, nous avons conduit vers un voisinage pauvre, là où White pouvait être. Matt a parlé aux mendiants, mais personne ne savait rien. Nous étions sur le point de quitter. Mais un gueux s'est exclamé qu'il connaissait White. Pour quelques dollars, il nous a dit que ce White habitait dans une bâtisse abandonnée. Je sentais qu'il avait raison. White était prêt. J'ai suivi mon instinct. Matt et moi sommes descendus au sous-sol d'une maison. Et le pressentiment était de plus en plus intense. White était ici. J'ai crié son nom et j'ai immédiatement entendu des pas. White avait décidé de s'enfuir. Encore. Police! Figé! Matt a dit en courant après Bill. Matt l'a rattrapé vite. Je l'ai entendu pousser Bill sur le sol et les menottes ont fait un son de clic. Bill respirait bruyamment et ne se débattait plus. Et puis, Matt a commencé l'interrogatoire. White a admis que toute sa vie, il avait été tourmenté par le regret de ce qu'il avait fait à sa femme. Il avait espéré que la psychique l'aiderait à se débarrasser de sa peine. Nous nous querellions. Je l'ai poussée et elle est tombée en bas des escaliers. White a dit, attristé. Je me déteste encore de m'être sauvée, d'avoir abandonné ma fille. J'ai essayé de la retrouver, mais sans succès. J'aimerais bien savoir où elle est maintenant, a dit White. Je tremblais et je ne pouvais plus dire un mot. Mais finalement, j'ai décidé de dire « Bill, c'est moi la fille que tu as abandonnée. Je suis ta fille. » Il y a eu un silence tendu.
Un moment plus tard, Bill éclata en sanglots et m'a supplié de le pardonner. Des larmes coulaient aussi sur mon visage. J'ai réalisé que je n'avais aucune rancune contre Bill. Et soudainement, j'ai recouvré la vue. Incroyable! Voir le monde autour de moi à nouveau était un vrai miracle. J'ai réalisé qu'aussitôt que j'avais pardonné mon père, ma souffrance avait disparu. C'était comme se faire offrir une seconde chance à la vie. Je ne savais pas quoi faire maintenant. Matt attendait que j'appelle la police, car mon père avait tout de même commis un meurtre. Mais je n'étais pas pressée de sortir mon téléphone. Toute ma vie, j'avais voulu punir les meurtriers. Mais est-ce que je le voulais vraiment encore ?